Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et l'ensemble de vos chaînes locales et régionales. Avec nous, vous allez partir découvrir les lieux et les patrimoines de nos régions, villes et villages, avec toutes les équipes des télévisions locales de France. Tout de suite, d'ailleurs, c'est le portrait d'un des plus emblématiques sites naturels de Bretagne, les caps d'Erquy et de Fréhel, que nous allons découvrir. L'été, la faune, la flore sont à leur apogée. Et je vous propose de prendre un grand bol d'air avec ce reportage signé des équipes de la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Regardez. C'est le site naturel le plus visité de Bretagne, le grand site Cap d'Erquy-Cap Fréhel. En cette période de l'année, il est paré de ses plus beaux atours grâce à la floraison des ajoncs et des bruyères. Je l'ai trouvé magnifique en fait, ces falaises escarpées, les faucons, vraiment très inspirant comme endroit, très ressourçant. On a la chance d'avoir vu pas mal d'oiseaux, donc il y a plein de petits animaux, tout ça, donc très belle nature. On a pris des belles photos. Et elles ne sont pas les seules. Ce garde du littoral se rend régulièrement sur le site. En ce moment, il existe un spectacle hypnotique, le ballet de 3000 oiseaux venus se reproduire. Il représente 80% des guillemots de France et 50% des pingouins tordas, un véritable enjeu national. Les guillemots, dès qu'ils vont atteindre l'âge de 3 semaines, vont se jeter à l'eau sous l'appel de leurs parents pour que les parents continuent de les nourrir en mer. On entend des cris de guillemots, aussi bien d'adultes que de poussins qui leur répondent et qui met une vie toute particulière, une ambiance toute particulière en ce moment-là. Et pour découvrir pleinement le site et les richesses du territoire, suivez le guide. Une centaine d'animations estivales sont proposées. Il y a à peu près pour tous les goûts. On va travailler avec l'école de vol pour faire des sorties kayak le samedi. On a une sortie pour les tout petits pour découvrir l'estran et toute la vie qui traîne à marée basse. Et une dernière animation qu'on réalise sur le point emblématique du territoire qui est le Cap Fréhel, tous les lundis soirs à 18h. Alors rendez-vous sur ce grand site de France où la Côte d'Émeraude n'a pas fini de vous émerveiller. Direction la Corse maintenant, l'île de Beauté, à la découverte d'un savoir-faire, celui de la distillerie et de la fabrication des huiles essentielles à partir des plantes sauvages de Corse. Situé à Lumio, tout proche de la baie de Calvi, c'est un reportage de Via Télé-Paese à la distillerie La Stratelia. Ici, la distillerie sert à produire de l'huile essentielle. On extrait, grâce à la vapeur, des gouttelettes d'essence de la plante. Actuellement, on distille le myrte. On a arrêté la cueillette et donc la distillation d'immortelle il y a 2-3 jours. On commence généralement par les feuilles de clémentinier au mois de février et on finit à peu près début décembre avec le lentisque. Quelles sont les étapes nécessaires pour fabriquer cette huile ? Il faut cueillir la plante. Puisqu'on fait le myrte, on met à peu près 400 kg de plantes fraîches dans la cuve. Et dans la cuve, si vous voulez, il n'y a que des plantes, il n'y a pas d'eau. Nous avons une chaudière qui produit de la vapeur, donc on va envoyer dans le bas de la cuve la vapeur, et c'est la vapeur qui va faire tout le travail. Elle va traverser toute la hauteur des plantes, elle va éclater les cellules qui sécrètent les gouttelettes d'essence. La vapeur va emprisonner ces gouttelettes d'essence qui vont être entraînées dans ce qu'on appelle le serpentin réfrigérant. Là, les deux phases vont recondenser, et dans l'essentiel, qu'on appelle aussi vase florentin, vous allez avoir 2 phases. Donc, l'huile essentielle qui est plus légère, donc qui va remonter à la surface, et la vapeur recondensée qui va partir par un bras en entraînant toutes les molécules hydrosolubles, c'est ce qu'on appelle l'eau florale ou hydrolat. Pourquoi utilise-t-on ces plantes en particulier ? D'abord parce qu'on les connaît. On pourrait utiliser beaucoup d'autres plantes parce que le maquis regorge d'un nombre très important de plantes aromatiques. On utilise l'immortelle parce qu'elle est connue par toutes ses propriétés aussi bien sur le plan de l'aromathérapie que sur ses propriétés en cosmétique également. Mais il y a pas mal de plantes qu'on utilise en parfumerie, d'autres simplement en cosmétique et d'autres qu'on peut utiliser aussi bien en aromathérapie, en parfumerie et en cosmétique. Et vous faites de la transformation. On produit des huiles essentielles, mais également de l'hydrolat, de l'eau florale, qui est également le deuxième produit de la distillation, si vous voulez. Et on a également un petit laboratoire de produits de seconde transformation. Et on a une vingtaine de formules déposées. On a le point de vente à la distillerie. On a des points de vente sur toute l'île, dans les pharmacies, dans les magasins bio. Mais on a également des points de vente en France, en Europe et en Asie également, aux États-Unis, parce qu'on a le marché du conditionné, mais également du vrac.
Il faut une grande exploitation pour pouvoir faire de l'huile essentielle. On ne peut pas parler de surface, tout dépend de la plante qu'on veut distiller. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 1 tonne de fleurs d'immortelle, on fait 2 kg d'huile essentielle. Avec 1 tonne de jeunes rameaux de romarin à verbenone, qui est le romarin corse, on fait 6 kg d'huile essentielle. Tout dépend de la plante qu'on distille. Voilà, l'invité du Grand JT des Territoires, c'est Thomas Brunelli. Bonjour Thomas Brunelli. Bonjour Cyril Viguier. Voilà, vous êtes le directeur général de Corse Matin, le seul quotidien régional de Corse, de l'île de Beauté. Alors racontez-nous quel va être l'été de Corse Matin. Qu'allez-vous faire de spécial pour les lecteurs et puis peut-être pour les touristes français qui restent en France cette année, qui vont donc venir en Corse, et peut-être aussi pour les touristes étrangers qui vont devoir venir également sur l'île de Beauté? C'est vrai que ça va être l'année de tous les défis. Quand on a commencé avec une situation qui était que tout le monde découvrait, que ce soit les décideurs ou la population dans son ensemble, population mondiale, et bien entendu la presse a dû s'adapter. Donc nous avons traversé cette période en informant quotidiennement, en donnant en détail, qu'on faisait bien entendu notre travail, mais on allait beaucoup plus loin, parce qu'il fallait aussi un peu rassurer les populations, montrer que les mesures, les gestes barrières étaient importants et qu'il fallait les respecter. Mais nous, notre rôle, c'est de vendre notre journal, bien entendu, de gagner en notoriété, mais c'est aussi d'informer et de montrer que la Corse peut accueillir des gens et accueillir des touristes en toute sécurité. Alors Thomas Brunelli, Corse Matin, tout l'été, c'est un dispositif particulier, des pages particulières pour parler de la Corse. Expliquez-nous ce que vous allez faire concrètement pour les lecteurs de Corse Matin. On a un journal de l'été que l'on faisait paraître, je dirais, début juillet jusqu'à fin août, qu'on va réduire par rapport à la situation mi-juillet, mi-août. Il y a 6 pages qui seront consacrées justement à ce journal de l'été en fin de carnet, pour parler un peu de tout ce qui se passe, pour faire la promotion des spectacles s'il y en a, et je sais qu'il va y en avoir et c'est très bien, de parler aussi des sites à voir, de parler de randonnée, de parler aussi de navigation, des endroits à visiter, etc. Donc ce sera, et parler des people, parce qu'il y en a toujours chaque année, ça fait plaisir aux gens. Voilà, donc on aura cette couleur, ce soleil dans notre journal, ce soleil qui nous a manqué au printemps par rapport à la période Covid. Alors Thomas Brunelli, qu'est-ce que c'est l'avenir de Corse Matin, d'un quotidien régional de l'île de Beauté qui allie à la fois le print, le numérique? Qu'est-ce que vous allez faire de ce quotidien régional l'unique de Corse? On est maintenant multimédia, c'est-à-dire qu'un journaliste aujourd'hui, ce métier a évolué. Et je crois que c'est grâce à ça qu'il va survivre. Parce que maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un journaliste et un média et ce que l'on peut lire un peu partout sur les réseaux sociaux et ailleurs? C'est quoi? Bien, c'est la fiabilité de l'information. Pendant la période de confinement, une grande partie de nos buralistes avaient fermé leurs portes. Donc les gens ne pouvaient pas acheter le matin leur journal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réagi très très vite. Heureusement qu'on avait déjà amorcé ce processus, c'est-à-dire qu'on a amplifié notre offre sur le web avec notre journal en ligne, avec des opérations qui ont été quand même importantes. Voilà, merci Thomas Brunelli d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Corse Matin, le grand quotidien régional de l'île de Beauté. À bientôt et merci d'avoir été notre invité. Merci, et je le dirai en Corse pour toute la diaspora, a Velici. Nous vous amenons à présent dans les coulisses du château de Versailles avec un horloger, Bernard Drault. À lui seul, il s'occupe des 75 carillons de la demeure du Roi Soleil. Et nos confrères de TV78, situés dans les Yvelines, l'ont suivi. Regardez ce portrait tout de suite. Dès 8h, Bernard Drault investit le château de Versailles le lundi, jour de fermeture au public. Il connaît bien le lieu puisqu'il y travaille comme horloger depuis 18 ans. En une demi-journée, j'ai fait à peu près le tour du château, et puis après il y a les Trianon aussi. Mais bon, ça dépend aussi des horloges, parce que quand il y en a une qui est déréglée ou qui ne marche plus, il faut quand même se pencher sur son cas. Bernard Drault s'occupe des 75 horloges du château de Versailles. Une des missions de l'horloger, les remonter. Il débute avec cette horloge créée par Jean-Baptiste Bayon. On trouve des éléphants, figure phare de l'époque. Là, j'ai relancé l'horloge, et là, je la remets à l'heure, donc en m'arrêtant à chaque sonnerie.
Dans l'appartement du roi, Bernard Drault remonte les poids de cette pendule à plusieurs fonctions toutes les 3 semaines. Cette partie-là permet de faire fonctionner, d'activer tout un système de transmission qui déclenche et qui font marcher tout le calendrier. Dans l'antichambre de l'appartement de la reine, une autre horloge du XVIIIe siècle a une particularité. Les cadrans du haut donnent l'heure, le cadran rond en dessous indique la date. Le joaillier veille sur le mécanisme délicat des horloges, il les regarde, les inspecte et s'attarde sur cette horloge automate offerte en 1706 à Louis XIV qui fait partie du Salon Mercure. Cette horloge ne marche pas continuellement. Si tout le monde sait que l'horloge fonctionne, au lieu que ça s'écoule, tout le monde va rester ici en attendant que l'horloge sonne, et donc c'est l'émeute. Et la hauteur des poids est très faible, donc si on voulait que l'horloge fonctionne continuellement, il faudrait que je la remonte au moins une fois par jour. Horloger, un métier transmis de génération en génération, Bernard Drault travaille dans la société familiale depuis ses 20 ans. Il est toujours aussi minutieux. Toutes ces horloges ont quand même minimum entre 200 et 300 ans. Ce sont des petits détails, mais déjà beaucoup au bruit. Le bruit, c'est très important. Le battement du balancier et le bruit qui en résulte, on sent si l'horloge est en bonne santé, quoi. Sa santé, Bernard Drault l'entretient avec ses nombreux déplacements dans le château de Versailles. La porte grince un peu, normal dans les vieux châteaux. Les dessous du toit abritent l'ancienne forge de Louis XVI à côté de la tringlerie. Elle s'occupe de l'horloge de la cour de marbre placée en extérieur. Elle a été réalisée en 1769. C'est la seule horloge où le remontage est automatique. On voit comment c'était avant. Sur les tambours, les 3 tambours qu'il y a là, il y avait un câble d'acier comme ça et des poids. Donc il fallait remonter l'horloge toutes les semaines pour que ça puisse fonctionner. En 2000, le dispositif a été électrifié avec des chaînes de vélo et des moteurs électriques. Les poids sont remontés et l'horloge est autonome. Il faut toutefois la mettre à l'heure comme les autres horloges dont s'occupe Bernard Drault. Il travaille aussi au Sénat et au Palais de justice de Paris. Voilà un prestigieux anniversaire maintenant dans le Grand JT des Territoires, celui de la grotte de Lascaux qui fête ses 80 ans. Et oui, après plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid, moins de monde attendu cette année, donc plus de temps sera accordé aux visiteurs. Alors n'hésitez pas, la visite est assurée par nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. On l'appelle la chapelle Sixtine de l'art pariétal ou encore le Versailles de la préhistoire. Pourtant, la grotte de Lascaux, classée au patrimoine de l'humanité, aurait pu rester ignorée de tous sans un fabuleux hasard. La balade de 4 écoliers dans la campagne de Montignac en Dordogne le 8 septembre 1940. Leur chien robot poursuit un lapin qui se sauve dans un trou de 20 cm au pied d'un arbre déraciné, un trou qui communique en fait avec une vaste cavité. Lascaux est découvert et devra fermer en 1963 pour être préservé. Depuis, les plus belles salles de la grotte ont été reconstituées à l'identique. Lascaux 4 que le public peut de nouveau visiter après plusieurs mois de confinement. Un voyage dans le temps à la découverte de nos ancêtres, les Cro-Magnons, il y a près de 20 000 ans. Alors eux, ils étaient confinés de manière obligatoire. La température extérieure entre -20 et -40 les obligeait à chercher des endroits pour venir reproduire cet art des cavernes. Ils ne vivaient pas dans la grotte de Lascaux, ils vivaient dans des abris autour. Ici, ils venaient reproduire peut-être un art sacré, c'était peut-être leur église à eux, leur mosquée, enfin bon, un lieu sacré. Et puis, ils vivent aux Aisies et là, cette vie en communauté, et j'insiste beaucoup sur ça, c'est cette notion de groupe, quoi. On dit toujours que Cro-Magnon s'en est sorti par rapport à Néandertal, peut-être parce qu'il avait cette notion de groupe, de partage de vie, quoi. Que ce soit à la fois sur la nourriture, mais sur les objets mobiliers du quotidien, quoi. Il y avait une recherche constante sur l'art, quoi. Des artistes et des Cro-Magnons, difficile de dire le contraire. Il suffit de pouvoir admirer ces peintures et ces gravures dans la salle des taureaux ou bien dans la salle du Puy, par exemple. Ils ont trouvé toutes les formes de peinture, toutes les formes de gravure possibles. Et nous, aujourd'hui, disent les plus grands, Picasso, Soulages, Tapies, Miro,
il y a toujours cette référence à Lascaux. C'est ça qui est formidable, quoi. Il y a une notion de on traverse les années, on traverse les dizaines de milliers d'années, et puis il y a cet art-là qui existe toujours, quoi. Mesures sanitaires obligent, Lascaux 4 a dû diviser par 2 sa capacité d'accueil, un manque à gagner certes, mais aussi un plus pour les visiteurs. Des groupes réduits, c'est également un guide plus disponible pour répondre aux questions. Mais attention, toutes ne trouveront pas forcément de réponse. La grotte de Lascaux et ses chefs-d'œuvre restent encore un grand mystère. Voilà, bonjour Lionel Laparade, merci d'être l'invité du Grand JT des Territoires. Bonjour Cyril Viguier. Lionel Laparade, vous êtes le rédacteur en chef de La Dépêche, le grand journal d'Occitanie. Alors La Dépêche, cet été, c'est un dispositif particulier. Comment faire découvrir ou redécouvrir votre région et surtout nous décrire tout ce territoire occitan, zone touristique s'il en est. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on sait dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes dans une période post-crise sanitaire et donc on nous annonce en effet non seulement que les Français et les habitants d'Occitanie risquent de ne pas partir à l'étranger et que eh bien, des Européens risquent de venir chez nous. Pourquoi ? Eh bien parce que, entre autres raisons, bon, l'Occitanie est une superbe région, je vous en parlerai, mais c'est également une région qui a été assez peu touchée par la crise du coronavirus et ça peut effectivement influer sur le choix des touristes européens qui viendront chez nous. Alors Lionel Laparade, cet été dans La Dépêche, eh bien, ce sont des pages spéciales, 2 pages chaque jour dans l'édition quotidienne, c'est ça ? Nous allons réserver 2 pages spéciales chaque jour sur la thématique du tourisme et de la découverte de cette région. On s'adressera, je vous le disais, aux habitants de la région qui ne partent pas et auxquels nous proposons de redécouvrir les beautés, les merveilles de l'Occitanie. Et puis pour les touristes européens, eh bien, de venir à la découverte de cette belle région. Quelques chiffres, c'est la 2e plus grande région de France, 13 départements. Elle est 2 fois plus grande que la Belgique. Et puis avec 6 millions d'habitants. Donc je garantis à nos visiteurs que la distanciation sociale peut être respectée sur un si beau territoire. L'Occitanie, c'est un terroir du bien manger et ça c'est quand même aussi très important pour les touristes. 243 produits labellisés, rendez-vous compte, avec des fruits et légumes bio, de la charcuterie, des fromages, du vin bien sûr, avec pas moins de 87 appellations issues du plus grand vignoble français en surface. Lionel Laparade, décrivez-nous la couverture départementale de La Dépêche, qui court sur plusieurs départements, bien sûr, en Occitanie. La Dépêche du Midi, je vous le disais, c'est le grand quotidien régional de l'ex-Midi-Pyrénées, 10 départements, les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées. Et puis, nous diffusons également dans l'Aude, en ex-Languedoc-Roussillon, et puis dans le Lot-et-Garonne et en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci Lionel Laparade d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de La Dépêche du Midi. Au revoir et à bientôt. Merci Cyril Viguier, au revoir. Voilà, dans ce Grand JT des Territoires, nous prenons la direction de la région Occitanie maintenant. Vous allez découvrir cette île, ou pour être exact, presqu'île en formation de 300 mètres le long des côtes, appelée le Bakou. Elle donne vraiment l'impression de débarquer sur une autre planète, vous allez le voir. Nous sommes tout proches du Gros du Roi, non loin de Montpellier, et les équipes de Via Occitanie vous font découvrir cette petite merveille. Regardez. Nous sommes au Gros du Roi Port-Camargue et nous allons prendre la mer, pas pour naviguer des heures, mais pour aller rejoindre une île en formation depuis 5 ans, un véritable banc de sable devenu curiosité touristique aujourd'hui, que l'on appelle ici le Bancao. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici à la région et déjà en 3 ans, le banc de sable, peut-être il a grandi, mais il a doublé. C'est une plage au milieu de la mer. Pour nous, c'est la sortie Estar. Il peut s'agrandir même encore un peu plus. On les fera la bienvenue. Magnifique, splendide. Vraiment super beau, ce banc de sable là qui va très très loin. On peut marcher pendant presque une demi-heure et on a toujours pied, quoi. C'est fabuleux. Ah, c'est génial. On vient ici, on est seul au monde. C'est la plage, mais pas pour tout le monde. C'est un vrai régal.
Il a commencé à se former il y a déjà très longtemps. Alors il a été freiné par une digue qui a été construite à l'origine de Port-Cama. Cette digue a arrêté le sable pendant près de 50 ans et maintenant, ça y est, le sable l'a contourné. Simplement, c'est les plages de la Camargue qui s'érodent du fait des vents de sud et de sud-est et le sable se dépose à cet endroit. Le Grau du Roi, c'est pas Porquerolles, mais à un spot, il faut le dire, un spot où on a beaucoup de plaisanciers et de baigneurs qui viennent parce que ça n'existe absolument pas sur la côte méditerranéenne française. Mais voilà, il va falloir quand même le surveiller parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne perturber l'activité portuaire. 300 000 m3 de sable arrivent chaque année sur ce site sous observation, beaucoup plus que ce qui fut enlevé lors de 2 opérations pour recharger les plages du Grand Travers ou Frontignan. Le banc-out n'est donc pas près de disparaître et pour l'instant, ce ne sont pas les plaisanciers ou les professionnels du tourisme qui s'en plaindront. Nous repassons par la Bretagne maintenant, et si vous découvriez la Vilaine directement sur l'eau, pour voir ses recoins les plus sauvages. Voici un joli parcours à suivre en canoë-kayak à l'embouchure du Semnon, à 10 km au nord de Bain-de-Bretagne. C'est un reportage des équipes de TVR à Rennes. Châtel est vraiment un carrefour pour les amateurs de randonnée ou de sport de nature. La balade en canoë, en pédalo, en canoë un petit peu plus sportif ma foi, mais du coup vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc en sillonnant soit la Vilaine, en passant les écluses, ou le Semnon, une petite branche du Semnon, où là c'est effectivement beaucoup plus sauvage. Vous n'avez pas le passage des bateaux, mais ma foi la Vilaine vous emmène beaucoup plus loin. Sur une journée, pratiquer différents types d'activités, aussi bien la pêche, le kayak, possibilité de faire des randonnées avec des circuits balisés, et puis après, l'idée c'est de venir faire une journée nature, se poser aussi un petit peu sur les bords de Vilaine pour venir flâner un peu. Il y en a beaucoup qui viennent pour ce type d'activité aussi. En fait, vous pagayez et après vous arrêtez, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et je pense que là, déjà c'est un lieu naturellement calme et le fait d'être sur l'eau, je crois que ça se prête juste à un esprit peut-être un petit peu rêveur, quoi. Voilà, bonjour Serge Gélis et merci d'être l'invité du Grand JT des Territoires. Bonjour Cyril Vuillier. Serge Gélis, vous êtes le directeur général délégué de Centre Presse, le journal de l'Aveyron. Cet été, Centre Presse, l'Aveyron, au cœur de la reconquête touristique, bien sûr. Est-ce que vous allez pratiquer la redynamisation de vos territoires ? Nous avons d'abord travaillé une campagne de communication avec l'Agence départementale du tourisme. En fait, on fait un parallèle entre ce qui se passe à l'étranger très loin et ce qu'il y a dans l'Aveyron très proche. C'est-à-dire que l'Aveyron est un département où il y a des tas de choses à faire et des tas de lieux insolites. Et alors, on met tout ça en valeur à la fois sur le print, mais également sur des campagnes internationales via le conseil départemental de l'Aveyron et bien sûr nos supports numériques pour justement faire des clins d'œil à l'ensemble des Français, mais également aux Européens qui sont à quelques heures d'avion ou quelques heures de route du département de l'Aveyron et du sud de la France. Alors, votre but, c'est de faire redécouvrir ce territoire et surtout de faire revenir les touristes aussi, j'imagine. On met en valeur plusieurs sites patrimoine historique, insolites, avec une rubrique qui va s'appeler « Suivez le guide ». On met également en valeur le jour où, c'est-à-dire que c'est sur des retours sur des événements qui ont marqué l'Aveyron en se basant sur des riches archives que nous avons, des photos, des sociétés de lettres, des témoignages, des archives diverses. Après, on aura une rubrique qui s'appellera La Pause. C'est une pause dans un café d'un village, un lieu convivial où on met en valeur les territoires et bien sûr les gens qui font vivre les territoires.
Alors j'ai une question à vous poser, Serge Ellis, elle concerne l'art de la table, l'art de vivre, puisque les Aveyronnais ont conquis le monde du point de vue des restaurants. Et il y en a partout dans le monde des Aveyronnais qui se sont installés. Pourquoi cette particularité des Aveyronnais à travers le monde? C'est connu et reconnu un peu partout dans le monde. La bonne bouffe de l'Aveyron, c'est pas une image, c'est une réalité. Il y a eu très longtemps des chefs étoilés, 3 étoiles en Aveyron. Il y a des appellations contrôlées de haute qualité dans l'Aveyron. Il y a bien sûr le Brac, il y a bien sûr le Roquefort, il y a bien sûr le veau d'Aveyron. Donc forcément, quand on donne de la qualité aux gens et quand on fait de l'authenticité, avec la bonne bouffe que les gens recherchent aujourd'hui, ça paie et ça se transmet de génération en génération et ça dépasse les frontières du département de l'Aveyron, bien évidemment. Voilà, merci Serge Ellis d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué de Centre Presse, le journal de l'Aveyron. Avec grand plaisir, Cyril Viguier. Merci d'avoir suivi ce Grand JT des Territoires. Merci de votre fidélité. On se retrouve sur les télévisions locales de la TNT et régionales et sur TV5 Monde. À bientôt, merci à tous et bon courage.